Alors, nous allons donc continuer avec Benoît Crucifix, qui est chercheur postdoctorant à l'Université de Gand, au sein d'un projet européen de recherche qui s'appelle Children in Comics. Il travaille actuellement sur les dessins, comme son nom l'indique, donc d'enfants dans la bande dessinée. Il a mené notamment une thèse sur le patrimoine de la bande dessinée américaine et le roman graphique contemporain. Et il a co-dirigé notamment Comics Memory, Archive and Styles, et avec le groupe de recherche ACME, une bande dessinée abstraction. Donc aujourd'hui, il va plutôt convoquer sa recherche actuelle, donc la place dans la bande dessinée du dessin d'enfant, pour aller rapidement. Donc je te cède la parole pour un moment en ta compagnie. Je vais te mettre peut-être ton visuel là d'abord. Voilà, je vais juste basculer sur l'autre écran. S'il veut bien. Voilà. Ça va, est-ce que tu as besoin de mettre dans un... Peut-être en plein écran, mais tu veux que j'essaie? Ah oui, c'est pas. Alors, attends, juste... C'est celui-ci... Mode lecture. Voilà. Ah, super. Voilà, super. Et normalement, tu devrais... Voilà. Ah oui. Pouvoir... Je vais juste lancer l'enregistrement. Ah, c'est bon, l'enregistrement est là. Tout grand merci, Sofiane. J'imagine que tu feras le gardien du temps. Oui, c'est ça. Donc, normalement, je serai assez court. Alors, oui, tout d'abord, un tout grand merci pour l'invitation. Je suis très content d'être là et j'espère que je vais pouvoir vous apporter quelque chose d'intéressant à la réflexion sur l'ouverture graphique. Ça se porte un petit peu moins sur les objets, les tendances ultra contemporaines que Yann vient d'expliciter. Ça n'est pas non plus très structuré, donc ça sera plutôt davantage un genre de carrousel d'images, mais j'espère que ça vous apportera un petit peu quelque chose visuellement, si ce n'est que ça. Donc comme Sofiane l'a annoncé, je vais en fait plutôt travailler sur le dessin d'enfant. Donc il y a un petit changement par rapport au programme, ça reste dans la même thématique, mais en fait en préparant, j'avais d'abord proposé à Sofiane de faire quelque chose sur les chassés-croisés entre bande dessinée et album illustré, qui sont deux cultures du livre qui en fait s'adresse à un même public entre guillemets, mais qui ont historiquement souvent été séparés. Donc ils sont encore aujourd'hui on fonctionne comme deux modes de lecture, de distribution et de production qui sont assez séparés, du fait que la bande dessinée a voulu aussi distinguer de cet héritage jeunesse. Mais ce sont des discussions dans lesquelles je ne vais pas rentrer davantage, notamment parce que beaucoup de personnes dans le public connaissent ces questions beaucoup mieux que moi, et notamment certains intervenantes qui reviendront par après. Donc je me suis concentré sur la question du dessin d'enfant. Au niveau d'un projet, en fait, ce qui est une recherche que je mène dans le cadre d'un projet européen, sous la direction de Maïn Ahmed, qui a lancé en fait la réflexion autour des rapports multiples entre enfance et bande dessinée. Donc il s'agit d'un projet de recherche sur plusieurs années qui cherche à cerner différentes questions de ces différents rapports entre enfance et bande dessinée. Donc il s'agit à la fois d'étudier les représentations, les figures de l'enfance dans la bande dessinée à travers le temps, les manières dont la bande dessinée a représenté différentes et a contribué à véhiculer des imaginaires de l'enfance à travers les changements historiques du 19e au 20e siècle, d'étudier aussi les différentes formes et formats de la bande dessinée pour enfants, notamment l'importance de périodiques dans la construction d'un public enfantin qui achète ces magazines, qui les distribue, qui les consomme, qui les circule entre elles et eux. Et enfin, tout ça dans une perspective, ce qu'on pourrait décrire comme une perspective interactionniste, donc qui n'étudie pas
qui étudie vraiment la manière dont les différents paramètres interagissent ensemble, donc qu'il s'agisse de définitions historiques et sociales de l'enfance, des contextes culturels locaux et des échanges internationaux des contenus et de différentes cultures médiatiques, donc à la fois bande dessinée, mais aussi jouets, films, animations, cartes postales, etc. Donc ça, c'est pour brièvement présenter un peu le contexte de recherche plus général. Dans ces recherches-là, le périodique est vraiment l'objet le plus important de ces recherches. Donc dans les années, en fait, à la fin du 19e siècle et surtout au milieu du XXe siècle, là où va se créer en fait la bande dessinée pour enfants, est vraiment conceptualisée comme un journal pour enfants. Donc on pense ces revues moins comme des revues de bande dessinée comme on le fait aujourd'hui. Quand on pense à Spirou et Tintin, on pense à ces revues comme des revues de bande dessinée, mais à l'époque, elles se distribuent comme des journaux d'enfants. C'est comme ça que les éducateurs parlent de ces formes en journaux d'enfants. Et ce sont des périodiques spécifiquement distribués pour des enfants de différents âges, parfois segmentés entre petits garçons, petites filles, parfois réunis dans un même public, et toujours avec une série de contenus rédactionnels, graphiques différents, des correspondances, des jeux, des objets, des images à deviner, ou des jeux en fait, des jeux graphiques, des publicités, etc. Donc ça, c'est vraiment l'objet qui est au cœur de ces réflexions. Et le dessin d'enfant interagit aussi avec ces magazines. Donc quand je parle de perspective interactionniste, c'est aussi, donc dans mon projet plus spécifiquement, c'est d'étudier un petit peu la manière dont ces périodiques peuvent inciter les enfants au dessin ou constituer une sorte d'invitation au dessin. C'est un témoignage de pratique qui n'est pas souvent tangible. Les dessins d'enfants sont rarement gardés. Ici, j'ai amené un exemple d'un dessin d'Alain Van Passen, qui est un collectionneur bruxellois dont nous avons hérité les archives grâce à l'intermédiaire de Philippe Capard, dont on a intégré en fait toute la collection de bandes dessinées, de périodiques de bandes dessinées pour enfants à l'Université de Gand, et avec lequel il nous a aussi fourni tous ces dessins d'enfants. Donc, Alain Van Passen avait une pratique enfant non seulement de lecture de bandes dessinées, mais aussi de création de ses propres histoires dessinées qui imitaient complètement les périodiques qu'il était en train de lire. Donc il y a une espèce de reproduction, en fait une prolongation de la lecture pour combler les soirs. Donc il décrit qu'il crée ces petites bandes dessinées toutes faites plus ou moins entre ses 8 et 10, 11 ans, le soir en écoutant la radio pour s'occuper. Et c'est une prolongation de ces lectures et une imitation des codes éditoriaux. Il fait notamment, il invente sa propre vue qu'il appelle Jean-Marie, qui est un titre assez surprenant pour un périodique qui est censé célébrer l'aventure d'avoir un nom aussi commun, on va dire. Et il crée toutes sortes de publicités pour sa revue. Il liste toutes sortes de titres imaginaires et d'aventures qu'il pourrait dessiner et qui ne finit jamais par dessiner. Et donc tous ces exemples, en fait, ces traces d'un dessin enfantin, qui sont des traces qui sont rarement conservées ou des fois font l'objet de redécouvertes in extremis, qui sont aussi une sorte en fait d'archives privées ou familiales qui n'a pas vraiment vocation à être lue par un tiers, nous donnent un peu des traces de cette interaction qui pouvait s'établir entre un lectorat et les magazines qui étaient lus. Donc il y a aussi, ça nous rappelle aussi que le dessinateur de bande dessinée est souvent quelqu'un qui construit une forme d'expertise culturelle très jeune, donc très tôt, en commençant à recopier des bandes dessinées, même sans devenir dessinateur ou dessinatrice par la suite. Il y a une pratique du dessin qui commence souvent très tôt. Et on voit que c'est quelque chose qui est aussi accompagné dans le dispositif éditorial des revues qui vont parfois inciter les enfants à envoyer des concours de dessin, publier des dessins envoyés, publier des petites bandes dessinées faites, toujours avec un discours d'encadrement de ces dessins, avec l'idée, si vous voulez devenir dessinateur dans notre revue, voilà comment vous devriez dessiner. Donc il y a aussi
un genre de discours qui est à la fois cadrant, parfois paternaliste, accompagnant, mais qui joue aussi avec l'idée que les dessinateurs qui sont lus dans le magazine, ici c'est un exemple de Tintin, ont commencé leur carrière dès le début de leur plus jeune enfance, entre guillemets. Ici une publication de différentes stars du magazine Tintin, de Hergé, Van der Steen, Machereau, Graton, dont on sélectionne des dessins d'enfants qui représentent en fait leur série actuelle. Évidemment, Graton, donc, qui est le dessinateur de Michel Vaillant, une série d'automobiles en gros, est représenté avec un dessin d'une mobilette. Donc il y a évidemment un peu un cadrage, mais qui situe dans l'enfance le début d'une carrière future. Un exemple tout à fait différent, mais déjà amené par Yann ce matin, c'est celui de Jean-Christophe Menu, qui toute son enfance durant a aussi fait ce genre de petites bandes dessinées, de journaux. Donc il avait un journal qu'il appelait La Peau et qui était exactement une sorte d'imitation de revues, en fait des revues de Spirou, en fait surtout de Spirou, qu'il lisait à l'époque. Et donc dans sa thèse de doctorat, il identifie ce rapport à la production enfantine comme vraiment le début de sa réflexion sur la bande dessinée. Et c'est un processus qui est donc mis en avant en tant que tel. Il décrit ça en fait comme une forme, la bande dessinée, il décrit ça comme une forme de seconde langue, quelque chose qui s'apprend en même temps que ça prend une langue écrite ou que ça prend. Donc il situe vraiment la pratique du dessin enfantin dans la continuité de sa pratique actuelle, ce qui n'est pas quelque chose qui me semble qu'on trouve facilement dans d'autres volets ou dans d'autres disciplines artistiques, même d'autres disciplines artistiques populaires, ou enfin peut-être bien l'écriture littéraire, je ne sais pas. Alain Van Passen composait énormément de romans aussi qu'il écrivait, donc ce n'est pas qu'il ne faisait que dessiner des bandes dessinées. Mais ça, c'est une question qui reste plus ouverte. Dans un autre volume un peu plus tardif, Menu est aussi revenu sur sa lecture de bande dessinée en conjonction avec les bandes dessinées que lui-même produisait dans une espèce d'autobiographie en fait qui est entièrement écrite, donc avec certains culs de lampe qu'il a dessinés lui-même mais sans être illustré. Et un dernier exemple encore plus récent, mais pour montrer en fait un peu une continuité de cette posture d'auteur à travers le temps, c'est celui de Léa Morawiecki qui a publié ce qui est un peu un best-seller de l'année dernière qui s'appelle Le Grand Vide chez 2024 je pense, qui a récemment aussi fait toute une intervention, enfin une conférence, donc elle a invité à donner une conférence où elle ne présente pas son travail actuel mais tout un corpus de bandes dessinées de Lucky Luke, d'imitation d'un magazine qui s'appelait Witch Mag, etc., qui montre vraiment que cette pratique du dessin d'enfant, en fait, informe la mobilisation d'une carrière sur un très long terme. Donc c'est un peu cette idée de la création d'une expertise culturelle qui, en fait, commence dès la jeunesse. Alors, à la suite un peu de cette réflexion et dans le cadre de la journée d'études, j'ai plus parlé ou j'ai plus axé sur différents exemples, non pas de dessins enfantins à proprement parler, donc non pas d'enfants qui dessinent, mais plutôt d'adultes qui essayent de dessiner. En fait, c'est un peu l'inverse des enfants qu'on vient de montrer, qui essayent de faire comme des adultes, qui essayent d'imiter les revues qu'ils lisent, qui imitent les publicités qu'ils lisent, etc. Mais l'exemple inverse de dessinateurs grands ou de grands dessinateurs qui essayent de faire comme les petits et donc qui imitent la patte du dessin d'enfant dans différents buts ou dans différentes fonctions. Donc l'idée, c'est un peu de revenir sur l'idée, enfin, quel rôle est-ce que peut jouer le dessin d'enfant dans le renouvellement du récit graphique et l'émergence de nouvelles formes, à la fois vu un peu dans une perspective plus historique et avec quelques exemples plus contemporains. Donc l'histoire de la bande dessinée elle-même, sur le long terme, accompagne en fait la construction du dessin d'enfant comme un objet de savoir, d'admiration, d'inspiration, d'expédition, etc., qui commence tout doucement
dans le 19e siècle et qui s'articulera vraiment au tournant du 19e et au début du 20e siècle. Rodolphe Töpffer, à qui on crédite souvent un rôle clé dans le développement des premières bandes dessinées, a également écrit dans ses essais toute une célébration en fait du dessin d'enfant comme un dessin libre, non académique, spontané, etc., qui en fait sera un genre de discours qui deviendra davantage dominant ou davantage répandu des décennies plus tard. Donc il y a déjà une espèce d'affinité particulière entre bande dessinée, récit dessiné, récit graphique et dessin d'enfant. Par ailleurs, en fait, c'est toute une trajectoire du dessin d'enfant qui a été très bien analysée par Emmanuel Pernoud, dont je voulais signaler le travail, et qui décrit très bien cette conceptualisation du dessin d'enfant chez Töpffer, sans tout de suite le relier cependant à la bande dessinée. Pour ce volet plus spécifiquement, on pourra aussi lire le travail de Thierry Smolderen, Naissance de la bande dessinée, qui revient aussi sur cette fascination du dessin d'enfant chez Töpffer, et qui est en fait lié aussi à l'émergence de la caricature à la fin du XVIIe et tout au long du XVIIIe et XIXe siècle, qui en fait va aussi utiliser le dessin d'enfant, le dessin grotesque, en fait tout ce qui est associé à un genre de mauvais dessin, comme une source d'inspiration. Ici on voit en fait des enfants dessiner la célèbre tête de poire de Philippon, dans la caricature. C'est un dessin d'Auguste Bouquet. Donc le graffiti, c'est un peu c'est un trope, en fait c'est un gag visuel qui tient son origine dans la caricature, dans la circulation virale aussi d'une caricature à travers à la fois bon voilà, là on a aussi un exemple de tridimensionnalité si on veut, un peu avant la lettre. Et donc qui va célébrer, en fait c'est un gag visuel qui va rester permanent jusqu'à travers le 19e et le 20e siècle. C'est un dispositif en fait qu'on retrouve également très rapidement chez Cham qui est un peu un continuateur de Töpffer, qui va créer des albums graphiques d'association entre en texte et image, et dans un récit qu'il appelle Un génie incompris, il met en scène un dessinateur, Barnabé Gogo. En fait, il retrace toute sa vie jusqu'à ses 20 ans, quelque chose comme ça, et systématiquement, il dessine à la fois dans un style plus réaliste la vie de cet enfant et les productions qu'il consigne sur papier. Donc il y a un jeu, en fait, un jeu de délégation du dessin qui est un peu explicité par le point de vue. Donc le dessin d'enfant est imité pour exprimer un point de vue narratif ou prend place dans un dispositif énonciatif. Donc l'altérité du dessin d'enfant est en soi un peu cadrée ou palliée par la situation énonciative qui nous explique dans quel cadre est-ce qu'on voit ce dessin d'enfant. Et ce genre de gag, voilà, on retrouve encore le dessin au mur, qui est toujours associé aussi à une critique de l'autorité adulte, une forme de subversion, et qui sera toujours le gag récurrent à travers... Oula. Je pense que j'ai cliqué sur... Il faut juste recliquer une fois. Voilà, normalement. J'ai malheur de toucher l'écran. Attends, ouais. Parfait. Donc c'est un gag qu'on retrouve à travers le XIXe siècle. Ici, une image d'Épinal en 1838. Un autre exemple dans Carandache qui retrace, en fait, qui nous dit, c'est un gag vraiment visuel qui est drôle simplement par la façon dont il est dessiné, où on nous dit, voici comment le petit Jean comprend la bataille d'Iéna. On retrouve aussi des dessins qui sont périphériques à l'histoire, hein, une maison dessinée en dessous avec un animal de compagnie, et une espèce de fausse signature avec tout de même la signature de Carandache en dessous. Ainsi que des dessinateurs, ça c'est un exemple que je dois à Philippe encore une fois, ainsi que des dessinateurs qui sont un peu entre les deux, en fait, qui font des gags qui impliquent souvent des enfants, qui sont dessinés dans un style qu'on pourrait prêter
certains très enfantins, sans pour autant nous dire que ce sont une production d'un enfant. Donc ça, c'est un cas dans Flieg and the Blatter, qui est plus ou moins contemporain des autres exemples de gags visuels, mais où le cadrage du dessin n'est pas totalement clair. Donc on ne sait pas, dans ce cas-ci, l'imitation du dessin d'enfant n'est pas cadrée comme la reproduction d'un dessin d'enfant dans une certaine situation énonciative. Cependant, le gag visuel restera à travers le XXe siècle. On le retrouve dans les pages du Dimanche aux États-Unis. Ici, un exemple de Winsor McCay, aussi chez Frank King, où là, on retrouve cette idée du graffiti, de la subversion de l'autorité scolaire, etc., avec un jeu sur le tableau noir. Cette espèce de stratégie, en fait, d'exploiter le dessin d'enfant comme une forme pour exprimer en fait, un récit raconté en fait, à hauteur d'enfant, d'une certaine manière, se retrouve aussi exploité de façon un peu plus grande ou plus large dans certains travaux qui utilisent vraiment le support aussi du journal. Ici, on a un exemple de Raoul Guérin que je tiens de Julien Baudry, dont on a mentionné les travaux précédemment, et qui est en fait un épisode, en fait une rubrique récurrente du journal familial Ric et Rac, où l'actualité politique contemporaine est racontée du point de vue d'un enfant dans un style épistolaire qui imite un peu à la fois le dessin d'enfant et l'écriture enfantine. Ce genre de dispositif se retrouve aussi un peu plus tard dans le comic strip américain, où on a tout un comic strip dessiné dans un style enfantin, ou qu'on perçoit comme enfantin, et qui est présenté comme le journal de l'enfant personnage. C'est un dessin de Jack Mendelsohn qui était en fait gagman pour plusieurs revues satiriques américaines, et qui décrit ce stratagème un peu comme une forme, comme pour lui une manière de pallier à son manque de maîtrise graphique. Donc il trouvait qu'il ne dessinait pas assez bien pour raconter une histoire ou pour dessiner un comic strip de façon convaincante, c'est pourquoi il écrivait aussi régulièrement des gags plutôt que de les dessiner lui-même, mais qui du coup trouve ce stratagème de dessiner entre guillemets comme un enfant pour avoir un gag qui est en soi crédible. Après, je pense que en fait, la réussite graphique de son dessin d'enfant montre une certaine maîtrise du dessin qui est largement sous-estimée par lui-même dans ses interviews. Et dans le cadre de cette interaction, il revient aussi sur ces interactions avec le lectorat, ici en demandant à des enfants d'envoyer des dessins, des continuations de son comic strip, donc en organisant exactement un genre de prolongation du dessin d'enfant avec son lectorat. Ici, je passe tout de suite. En fait, ce genre d'utilisation circonstanciée du dessin d'enfant, c'est quelque chose qu'on retrouve encore aujourd'hui dans les bandes dessinées contemporaines, enfin du Cobu à Manu Larsonnet. On a très fréquemment ce genre d'invocation ou d'utilisation ponctuelle du dessin d'enfant, toujours lié à un point de vue, soit enfantin, soit à une situation énonciative particulière. Mais pour revenir sur des exemples plus contemporains, je vais décrire différents types d'œuvres qui travaillent non pas sur l'imitation d'un dessin d'enfant, donc sur un jeu de délégation graphique ou d'imitation de ce qu'on perçoit comme le dessin d'enfant type, mais des œuvres qui travaillent sur des dessins d'enfants existants. Donc dans la veine autobiographique de la bande dessinée, il y a toute une série d'œuvres qui travaillent avec la redécouverte de dessins d'enfants, un peu sur un principe que Menu appellerait d'égo-archéologie, où à partir des traces de l'enfance, on essaye de recomprendre ou de retracer un certain passé, qui est aussi mobilisé dans la matière graphique de l'album même. L'exemple, un bel exemple de ce type de pratique, c'est celui d'Olivier Jossot dans Au Travail, qui retrace un peu sa propre situation, son propre rapport à la bande dessinée et au dessin, et qui, en se repenchant sur ces dessins d'enfants, emprunte certains éléments qui redessinent, mais aussi certains éléments d'une création d'enfance. Toutes les pages du livre sont en fait composées
sur un papier orange qui rappelle le papier orange de ses dessins d'enfants, qui était un papier ramené par une tante qui faisait des radiographies à l'hôpital. Donc c'était en fait des fardes qui servaient à emballer des radiographies. Et enfant, il dessinait sur ce genre de radiographie, enfin sur ce genre de papier. Et en utilisant un papier orange comme support pour son propre dessin, cela mène aussi une contrainte de création différente, puisque travailler sur papier coloré impose un certain type de dessin qui est différent, qui n'autorise pas aussi facilement le repentir, où le blanc, en fait, le liquide correctif devient une couleur en soi, etc. Donc là, il y a l'appui sur le dessin d'enfant, à la fois dans la réflexion autobiographique, dans la mobilisation de traces d'une archive personnelle, mais aussi dans l'imitation de ces dessins. Il y a sert en fait d'embrayage pour le dessinateur à dessiner différemment qu'un style qui s'était un peu densifié d'une certaine manière. Un autre exemple qui est tout à fait différent, c'est un exemple qui n'est pas publié sous format livre, mais qui est publié en ligne de manière assez confidentielle. Ce n'est pas si facile à trouver, mais qui recompose en fait une lecture des aventures de Tintin basée sur les gribouillis trouvés dans ces albums d'enfants. Donc par rapport à ces albums, il va retracer toutes les inscriptions qu'il a pu trouver, qu'il a faites lui-même enfant ou avec ses sœurs ou avec sa famille. Et il leur attribue un certain... En fait, il essaie de décoder son expérience de lecture en regardant ou en réinterprétant toutes ces traces en marge ou menées sur les différentes cases de Tintin. Son hypothèse un peu qui développe, c'est que durant sa lecture, il veut sauver Tintin de tous les périples qui suit, donc il essaye de gribouiller tous les dangers. Quand il y a un pistolet qui est montré, il va redessiner sur le pistolet, etc. Et donc ça, c'est un peu la lecture qu'il en fait. Les deux derniers exemples que je voudrais aborder et dont on reparlera certainement aujourd'hui, puisque Dominique sera là plus tard, j'imagine, c'est celui de Chronographie, donc qui est une œuvre de Nikita Fossoul et Dominique Goblet, donc qui est basé sur un exercice que Dominique Goblet a initié avec sa fille quand celle-ci avait l'âge de 7-8 ans, et qui en fait retrace des séances de dessin collectif organisées avec sa fille, où chacune dessine le portrait de l'autre à plus ou moins toutes les semaines, toutes les 2 semaines, pendant 10 ans. Et ça aboutit à un gros livre de 400 pages, publié par l'association éditeur de bande dessinée, et qui se présente donc comme un genre d'autobiographie, mais seulement par le portrait. À chaque fois, on a ces portraits, donc à chaque fois plus ou moins avec la date, avec des techniques différentes, et donc, comme le titre l'indique, qui représente surtout, qui fait œuvre par le passage du temps, par le développement d'une maîtrise du dessin différent, par le changement de style, par aussi l'évolution, en fait les traces d'une évolution qui s'est faite sur la durée. Donc c'est un cas tout à fait exceptionnel de création en fait vraiment à 4 mains. Et donc là on n'est pas dans l'utilisation de dessins déjà existants, mais dans l'installation d'un certain procédure dans laquelle ces dessins sont réalisés. Et un dernier exemple pour clôturer, qui est aussi un exemple de collaboration mère-fils, mais qui là est dans l'appropriation, plutôt dans l'appropriation d'un tas de dessins qui sont insérés à même la fabrique de l'album, aussi dans un travail d'autobiographie qui revient sur le processus d'autobiographie au sens large, peut-être plus d'autofiction, mais qui revient sur la maternité ou la période postpartum, et qui se fait en intégrant au dessin, c'est un travail d'Ephaméron, qui intègre au dessin toutes sortes de dessins d'enfants, de manière aussi où on ne sait plus toujours, on reconnaît souvent des traces
du dessin d'enfant, mais qui sont incorporés de telle manière à un peu flouter les distinctions entre les traces qui dessinent quoi, d'une certaine manière. Voilà. Et c'est là-dessus que je voudrais peut-être conclure. C'est un exemple que je n'ai pas eu le temps de mettre dans les PowerPoint, mais auquel je viens de penser en fait en écoutant Yann, mais que j'aurais bien voulu intégrer. On pourrait encore rajouter un dernier exemple, et qui serait là vraiment un peu à la confluence de ce qui est bande dessinée, album illustré. C'est toutes les productions, par exemple, de l'Artichaut, enfin coordonnées par Yacine Nevos, qui aussi en fait invite à mettre les enfants à l'œuvre, qui à la fois organise un concours de fanzines d'enfants, donc invite à les enfants eux-mêmes à créer des bandes dessinées, souvent toujours dans des cadres, dans des contextes qui sont très encadrés, mais de cette manière collecte des productions enfantines, et qui a aussi conceptualisé certaines performances de dessins d'enfants. Ils organisent notamment une grande dictée avec parfois 100 à 150 enfants, où en fait ils organisent une dictée graphique, mais qui sont en fait des débordements du dessin d'enfant en dehors de la bande dessinée ou de l'album illustré, plus dans un contexte performatif, mais qui intègre un petit peu ce genre de valorisation. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions Merci déjà. Merci Benoît pour cette présentation de tes recherches actuelles. Il y a juste une petite question avant de passer peut-être pour une ou deux questions à la salle, et peut-être à Yann, je ne sais pas. Ton corpus, c'est un corpus francophone, c'est un corpus international, Alors, en fait, aujourd'hui, je voulais vraiment donner un peu plus en accord avec l'idée d'ouverture graphique et du rapport avec les pratiques émergentes. Je voulais montrer comment est-ce que le dessin d'enfant a été utilisé par des dessinateurs adultes ou dans la production même de bande dessinée. Dans le projet de postdoctorat plus concrètement, enfin vraiment de recherche, j'essaye d'orienter ça beaucoup plus sur les bandes dessinées créées par des enfants eux-mêmes. Donc j'ai beaucoup travaillé sur les dessins d'Alain Van Passen, qui sont un peu des traces d'une lecture particulière. Donc c'est plus un angle historique, mais on prépare en fait actuellement un dossier thématique sur la question qui déborde un petit peu, enfin qui essaie de toucher ces différentes facettes du dessin d'enfant, à la fois en regardant des traces de production enfantine, de l'interaction avec les périodiques, donc tout ce qui est concours de dessin, correspondance, etc. Et puis ce genre de procédés plus pseudographiques ou d'imitation et d'emprunt. Voilà.